Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission Radar numéro 179 du jeudi 4 juin 2026. Elle est intitulée L'infini, l'univers et les mondes et elle est sous-titrée Le centre est partout. Alors, le sous-titre de notre émission, Le centre est partout, elle ne fait nullement référence à Blaise Pascal, 1632-1662, qui plagie la doctrine de l'antique et mythique Hermès Trismégiste, exprimée dans les textes ptoléméens intitulés Corpus Hermeticum. Je cite donc le mythique Hermès Trismégiste. Tot Hermès, le divin, est un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Un siècle avant le plagiaire Blaise Pascal, François Rabelais, 1483-1553, écrivait dans son Pantagruel, sans oublier de citer sa source, « De là, notre âme reçoit participation insigne de sa prime et divine origine, et, en contemplation de cette infinie et intellectuelle sphère, le centre de laquelle est en chacun lieu de l'univers, la circonférence point. » Et il précise, c'est Dieu selon la doctrine de Hermès Trismégistus. Alors, la citation la plus ancienne de cette doctrine hermétiste est celle de Timée de Locre, philosophe néoplatonicien du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui la tenait lui-même d'Empédocle, philosophe, poète, ingénieur et médecin grec de Sicile du 5e siècle avant Jésus-Christ, donc un philosophe présocratique. Alors, je vais vous lire deux courts extraits du livre L'infini, l'univers et les mondes de Bruno, alors pas de notre ami Bruno Coelho qui malheureusement n'est pas encore là, je ne sais pas d'ailleurs s'il viendra. Là, il s'agit non pas d'un prénom, mais du patronyme italien Bruno, qui désigne quelqu'un de brun, comme dans le patronyme Bruni de Carla, qui deviendra le 2 février 2008 la compagne du 6e monarque élu de la 5e République française, le célèbre malfaiteur multirécidiviste innocent Sarkozy de Nagui Bosca, alias Napoléon, qui, tout juste sacré en 2007, avait pris du bon temps en Méditerranée sur le yacht que son ami fasciste Vincent Bolloré avait mis gracieusement à sa disposition, illustrant par là même sa célèbre devise personnelle « Travailler moins pour gagner plus ». Alors, après ce petit intermède, j'en viens justement à la citation du livre de Giordano Bruno, L'infini, l'univers et les mondes. Alors, il peut y avoir un nombre infini d'autres terres ou de corps semblables, un nombre infini d'autres soleils. Il s'est formé ailleurs d'autres agrégats de matière semblables à ceux de notre monde. Fin de citation. Alors, on a presque l'impression que notre Bruno était déjà au fait des observations futures des télescopes spatiaux Plateau de l'Agence spatiale européenne ou de Nancy Grace Roman de la NASA. Des télescopes à grand champ de vision qui vont pouvoir débusquer une multitude d'exoplanètes, notamment celles semblables à la Terre, et ainsi élargir et affiner le catalogue des plus de 6000 exoplanètes déjà répertoriées à ce jour. Alors, sur le visuel de notre émission, une vue d'artiste du télescope spatial Nancy Grace Roman. Alors, je crois qu'on le verra mieux sur mon portable. Hop là. Zut, à chaque fois je me trompe. Voilà. Donc le voilà,
ce télescope de la NASA à très large champ. Alors au départ, ce télescope il appartenait je crois à la NSA pour observer en orbite basse la Terre, et ils en avaient un, ils l'ont donné à la NASA qui l'a réattribué à une mission, et ça va être réellement très intéressant ce qui va nous débouler à la fois de plateau de l'ESA et de ce télescope Nancy Grace Roman de la NASA. Voilà. Alors, en 1548, au château de Cicala. Alors Cicala, en italien c'est pour cigale, et chez les Grecs, les cigales étaient l'incarnation des muses. C'est quand même quelque chose à remarquer. Dans la ville de Nola, la femme d'un modeste homme d'armes donne naissance à Filippo Bruno. Alors, aucun récit apologétique de cette naissance. Pas de bœuf, pas d'âne, pas un seul roi mage à l'horizon de la Campanie. Cette naissance serait restée historiquement inconnue si la fin tragique de celui qui signera ses écrits, Giordano Bruno, ne marquait pas le début de la lente agonie de toutes les conceptions confessionnelles, laïques, dogmatiques, hiérarchiques, bureaucratiques et étriquées du monde auquel nous appartenons. 5 ans plus tôt, en 1543, l'ouvrage des révolutions des sphères célestes, 13 ans après l'achèvement de sa rédaction par Nicolas Copernic, paraît chez un imprimeur luthérien de Nuremberg, très peu de temps avant la mort de son auteur, qui, semble-t-il, aurait eu l'occasion d'en feuilleter un exemplaire sur son lit de mort. Petit préambule historique, astronomique et géographique pour mieux cerner le contexte de l'émergence des spéculations du jeune Filippo Bruno, qui entrera à 17 ans dans l'ordre dominicain des frères prêcheurs le 15 juin 1565. À cette occasion, il adoptera le prénom de Giordano en référence au rôle biblique du fleuve palestinien le Jourdain. Exit Filippo, l'ami des chevaux. Le surnom de Nola, car il est de Nola, restera à sa personne ce que Nazaréen était au Palestinien Jésus. Alors, parlons-en du Nazaréen de Jésus, 800 ans avant sa naissance, donc la naissance de Jésus. Des marchands grecs fondent au bord de la mer entre les terres, donc de la mer Méditerranée, la cité portuaire de Parthénope, ce qui signifie qui ressemble à une vierge, avec comme magnifique et infernal voisin le volcan Vésuve. Après 2 siècles d'expansions économiques grâce au commerce maritime, la petite ville de Parthénope est rebaptisée Néapolis. Cette ville nouvelle, comme son nom l'indique, est un des importants comptoirs de la Grande Grèce qu'aucun Poutine méditerranéen contemporain n'a heureusement le délire de vouloir ressusciter. Cette ville, nous la connaissons actuellement sous un nom qui a peu changé en plus de 2 millénaires. Il s'agit de la ville de Naples. Eh oui, Néapolis, Naples, 3e ville la plus peuplée d'Italie, chef-lieu de la région de Campanie. Au milieu du XVIe siècle, Naples fait partie du royaume afro-européen de Sicile. La ville de Naples est aussi grande et aussi peuplée que Londres. C'est une des plus grandes villes du monde. À une vingtaine de kilomètres à l'est de Naples et à la même distance au nord de Pompéi se situe Nola, une cité fondée par des autochtones antérieurement à Parthénope. Nola est célèbre pour son airain. L'airain, c'est le bronze. C'est un alliage de 90% de cuivre et de 10% d'étain. Bronze dont on fait les cloches, campana en latin. Cloches de toutes les églises dont les sonnailles, dès le IVe siècle, au cœur de l'Empire romain finissant, appellent à venir écouter le credo catholique, apostolique et romain, credo impérial, bureaucratique, adopté par toutes les franchises monarchiques catholiques, mais aussi orthodoxes, voire réformées. Credo où l'intolérance confessionnelle et l'esprit de clocher couvrent déjà tous les bellicistes nationalismes à venir, credo qui affirme le droit divin à gouverner le monde.
Alors là, je vais retourner sur mon portable et je vais faire la même connerie tout à l'heure. Voilà, c'est ici. Donc, si je retourne sur la fiche, voilà, comme ça on va l'avoir en gros. Voilà, donc là, le pouvoir temporel de droit divin sur lequel repose l'autorité de tous les monarques est symbolisé par le globe crucigère. Le globe, c'est la représentation d'un petit monde géocentré, un monde spatialement fini, créé avec une date de péremption prophétique indéterminée, mais inéluctable. La croix, oui, la croix qui surplombe ce globe, ou cet orbe, symbolise la religion officielle et unique, la seule vraie foi, celle de l'Empire catholique, apostolique et romain. Au milieu du XVIe siècle, n'oublions pas que le monde a pour centre immobile la Terre. Puis, chacun sur sa sphère parfaite tourne autour d'elle les deux luminaires principaux, la Lune et le Soleil. Viennent ensuite les 5 sphères des astres errants visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Et enfin, la sphère lointaine de toutes les actuelles la sphère lointaine des quelques 5000 étoiles discernables par des nuits exemptes de toutes les actuelles pollutions atmosphériques, lumineuses et satellitaires. 5000 étoiles qui se situent toutes à la même distance, évaluées par Ptolémée à 803 millions de stades égyptiens, c'est-à-dire à environ 120 millions de kilomètres du centre d'une Terre immobile. Ce qui nous donne un monde plus petit que les 8 minutes-lumière nous séparant de notre étoile le Soleil, soit 150 millions de kilomètres. Alors, un amusant petit calcul m'a permis de découvrir que dans le cadre de la théorie du géocentrisme, la sphère la plus extérieure, celle des étoiles fixes, aurait dû être en rotation autour de la Terre immobile à la vitesse de 8 725 000 mètres par seconde, soit à presque 3% de la vitesse de la lumière. Alors, avec un sens de rotation de l'ouest vers l'est et une vitesse de rotation terrestre moyenne en surface à l'équateur de 463 mètres par seconde, le modèle héliocentrique facilite les mises en orbite depuis l'équateur. Ce sont 1600 km/h déjà acquis sur les 28 000 km/h indispensables à une satellisation réussie. Donc beaucoup de carburant et de comburant économisés. Mais revenons sur Terre, au royaume de Sicile, au début de la deuxième moitié du XVIe siècle. Et là, si vous pouvez me demander une grande San Pellegrino et me ramener un des verres qui est à la base, ça m'arrangerait. Alors, je vais attendre notre ami Fabrice, qui n'en perd pas un morceau. Alors Marc, de ton côté, tout va bien ? Tu peux parler plus fort parce que c'est... Non, je disais que tout va bien. Voilà. Donc, c'est intéressant. Ici, bon, on est comme la dernière fois, voilà, au café l'Indiana qui nous accueille pour nos émissions radar. Normalement, notre ami Pierre Merchkowski devrait arriver dans le milieu de l'émission et à ce moment-là, je lui laisserai la parole. Mais c'est vrai que de tenir le crachoir quasiment une heure d'affilée, ça donne soif. Voilà. Et si j'attends Fabrice, c'est pour pouvoir reprendre pour qu'il ne rate pas, voilà, qu'il ne soit pas obligé de réécouter l'émission. Ça y est, je le vois. Ah, et carrément, il a commandé quoi, une limonade Tu as demandé une San Pellegrino? Oui, j'ai demandé une San Pellegrino, une grande San Pellegrino. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il va... Ah, carrément. Ah, il paye et tout, voilà. Je vais être obligé de le remercier là. Ben, je te remercie Fabrice parce que j'ai vu que tu... Bon, alors, j'en suis. Donc, alors, comme je disais, revenons sur Terre au royaume de Sicile,
au début de la deuxième moitié du XVIe siècle. Alors en été, lorsque toutes les cigales se taisent et laissent la place aux stridulations aiguës des grandes sauterelles, sous un ciel dégagé et sans lune, la Voie lactée, c'est-à-dire la galaxie spiralée à laquelle appartient le Soleil, vue par la tranche. Ah, Ah ok. non mais là t'allais faire une affaire là. Vous aimez bien en fait. Voilà. Merci. Voilà, donc Fabrice, on était en train de lui rendre 20 euros sur 20 euros et voilà, c'était sympathique. Voilà, donc je disais, On fait des affaires à l'île Diana. voilà, sous un ciel dégagé et sans lune, la Voie lactée, c'est-à-dire la galaxie spiralée à laquelle appartient le Soleil, je vous remercie beaucoup, vue de la Terre par la tranche, illumine le ciel nocturne de Nola. C'est sous ce ciel constellé de milliers d'étoiles que naît Filippo Bruno. C'est sous ce ciel que son intelligence précoce, sa curiosité et sa mémoire édétique vont croître. Plusieurs professeurs l'initieront aux connaissances de son temps. Je crois qu'on appelait ça les humanités. Le philosophe avéroïste Giovan Vincenzo Coll, puis le frère augustinien Teofilo da Verano, qui l'initieront à la logique, à la mnémotechnique. Alors la mnémotechnique, justement, la mnémotechnique, ce sont des techniques pour mémoriser. Alors je vais vous en donner un exemple. La phrase « Mon vaisseau te mènera jusque sur une nouvelle planète ». Alors qu'est-ce que ça signifie? C'est un moyen mémotechnique de se rappeler mon M Mercure, vaisseau V Vénus, T Terre, mènera M Mars jusque J Jupiter, sur S Saturne, une U Uranus, nouvelle N Neptune, et le mot planète ne veut plus rien dire vu qu'elle est sortie du nombre des planètes, mais planète P, Pluton. Voilà. Donc parce que ce moyen mémotechnique avait été mis au point avant que Pluton soit déclassé et sorti des planètes. Alors, ils l'initieront aussi aux spéculations philosophiques, c'est-à-dire à ce qu'Einstein appelait les expériences de pensée. Alors, peut-on considérer le philosophe Giordano Bruno comme un des pères de la science moderne? Alors, par la mathématique, oui. Mais par son hermétisme, non. Giordano Bruno, comme Benedictus Spinoza, croit au divin, mais à un divin sans limite spatio-temporelle, un divin qui est un et qui est tout. C'est aussi un adepte de la dialectique et un érudit. Son ouvrage le plus connu, qui est aussi le titre de cette émission, est rédigé sous forme de dialogue. Il écrit, tel un Platon de la Renaissance, ses dialogues sont vivants, voire vifs. Il aborde de manière tolérante et décomplexée tous les sujets philosophiques pour lesquels il trouve digne de se passionner. C'est ainsi qu'il dépasse la doxa, c'est-à-dire l'opinion générale, la tradition, pour parvenir au véritable savoir qui est aspatial, atemporel et toujours naturel. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire la nature, non pas les petits oiseaux, Spinoza. mais tout ce qui est, voilà, Spinoza. Donc, mais Spinoza arrive un petit siècle plus tard, après Giordano Bruno, et là, je vais en profiter quand même pour me désaltérer avant de continuer mon bavard biopic. Alors, je vous conseille de rejoindre les premiers jeudis du mois à Indiana Café sur la place de la République. Et c'est super sympa, il y a des très jolies filles. Et en plus, vous voyez, j'ai réglé avec 20 euros, ils me rapportent 20 euros. Et moi, je trouve ça super sympa. Parce que c'est pas dans tous les cafés que vous avez des choses comme ça. Hein. On paye pour consommer. On nous paye pour consommer, c'est assez génial. C'est la tradition française, vous voyez, des salons, enfin bref, c'est très sympa. Venez, n'hésitez pas. Je vous repasse Nimo parce que là, j'aimais vous dire que ce soir, c'est du solide, hein, c'est du sérieux. Et j'ai appris plein de trucs. Et ça tombe tout à fait dans
dans le contexte de la divulgation. La divulgation de tout ce qui nous a été caché, et la divulgation par l'actuel gouvernement américain qui va divulguer les choses. Et Peter Hestig, il sera demain là, à Paris, là, enfin après-demain. Là. Il y a des gens qui ne veulent même pas le recevoir en Normandie, mais honte sur eux. Voilà. Malheureusement, Giordano Bruno n'a pas la saine prudence de Benedictus Spinoza. Il parle, comme moi beaucoup, écrit et publie énormément de son vivant. Ses livres hétérodoxes et passionnés le conduiront, comme Socrate, le maître de Platon, vers une mort prématurée. Le philosophe Benedictus Spinoza, qui vivra près d'un petit siècle plus tard, fera de la rigueur la pierre angulaire de tous ses raisonnements philosophiques. En tant que fabricant de lentilles optiques, il connaît l'efficace puissance des calculs mathématiques de la dioptrique. Benedictus Spinoza préfigure la science moderne par sa rigueur méthodologique. J'aurais tendance à dire que scientifiquement, Giordano Bruno est à Nicolas Copernic ce que Benedictus Spinoza est à Johannes Kepler. Le dogme de la perfection des orbites circulaires du globe crucigère entrave Giordano Bruno et Nicolas Copernic dans leur quête d'une démonstration mathématique de la véracité de leur thèse. L'ellipse de Kepler et la substance cause d'elle-même de Spinoza sont les révélations qui affranchissent définitivement les sciences actuelles de l'antique hermétisme. Benedictus Spinoza et Johannes Kepler ouvrent la voie à la théorie de la gravitation d'Isaac Newton et à tout ce qui logiquement et scientifiquement suivra. Néanmoins, des points de convergence existent entre ces deux géniaux philosophes qu'un petit siècle sépare, notamment celui d'avoir été excommunié Bruno Coelho par les catholiques, puis par les calvinistes, et enfin par les luthériens, et Spinoza par la communauté juive. Le système complexe de calcul mathématique à base d'épicycles, cercles sur lesquels les planètes que l'on appelle corps errants tournent, épicycles tournant eux-mêmes sur un cercle, le déférent, qui tourne autour du centre immobile du monde, la Terre, permet néanmoins de calculer des tables astronomiques et de prédire les éclipses. L'aspect prédictif du géocentrisme renforce l'Église catholique, apostolique et romaine dans son acceptation totale de cette théorie aristotélicienne. Néanmoins, elle refuse la conception qu'avait Aristote d'une terre préexistante, car cela est en contradiction avec le premier livre de la Bible canonique, la Genèse, qui affirme que Dieu a créé le monde. Ce monde créé a donc obligatoirement un âge. Cet âge était évalué au XVIe siècle entre 4000 et 5000 ans. 4 siècles plus tard, la Terre prend un sacré coup de vieux. Grâce à la mesure de la décroissance radioactive, son âge est scientifiquement réévalué d'un facteur 1 million pour s'établir aux alentours de 4,57 milliards d'années. Les récents souverains pontifes, bénéficiant depuis 1870 de l'infaillibilité pontificale, ont opportunément changé leur crosse d'épaule. Ils acceptent aujourd'hui le Big Bang comme par le passé ils acceptaient le géocentrisme. N'oublions pas que les écrits de Copernic ne seront définitivement retirés de l'index de l'Église catholique, apostolique et romaine qu'en 1835. Quid de la cosmologie cyclique conforme du physicien Roger Penrose, prix Nobel 2020, qui retire son caractère de singularité au Big Bang en ne faisant de lui que la régulière respiration expansionniste d'une infinité d'éons successifs. Voilà une question pour le Vatican. Alors, encore aujourd'hui,
Cet ancien monde tout rikiki survit au sein de nos expressions. On dit encore du soleil qu'il se lève et qu'il se couche, alors que ce mouvement apparent n'est que le résultat de la rotation de la Terre sur elle-même. Par contre, n'en déplaise aux créationnistes, ainsi qu'à celles et ceux qui ont la tête suffisamment creuse pour croire que la Terre est plate, la rotondité du globe terrestre était connue depuis l'Antiquité par tous les adeptes du géocentrisme, qu'il s'agisse d'Aristote, de Ptolémée, voire d'Archimède. En effet, l'observation de l'ombre circulaire de la Terre lors des éclipses de lune était un fait observable, lorsque les rotations de la Lune et du Soleil les plaçaient alignés avec l'immobile centre de l'univers, la Terre. Directeur de la bibliothèque ptoléméenne d'Alexandrie en moins 245, donc en 245 avant le Palestinien Jésus, l'érudit Ératosthène avait calculé mathématiquement la circonférence du globe terrestre grâce à l'angle que faisait l'ongle d'un bâton vertical à Alexandrie au moment où le soleil était visible au fond d'un puits à Sienne à midi, le jour du solstice d'été. Ératosthène, que l'on considère aujourd'hui comme le père de la géographie, ne contestait pourtant pas le géocentrisme. Tout cela, Giordano Bruno l'apprendra à travers ses pérégrinations universitaires dans les républiques et les royaumes européens de la Renaissance, car, sa vie durant, il devra fuir le pouvoir de nuisance de celles et ceux que ses spéculations philosophiques dérangent, trouvant refuge auprès de celles et ceux que ses enseignements séduisent et que ses facultés mémorielles subjuguent. Giordano Bruno est un véritable phénomène. Son professeur de métaphysique, Giordano Crispo, va avoir une influence déterminante sur ses questionnements à venir. À la vôtre. Donc l'étude de la nature fondamentale de la réalité. Parce que, en fin de compte, la métaphysique, c'est ça. L'étude de la nature fondamentale de la réalité. Par le jeune novice Bruno, va lui faire remettre en cause le mythe marial, car il ne lui trouve aucun fondement dans les enseignements de Jésus, qui aurait même dit au sujet de sa mère « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » En conséquence, il ôte de sa chambre les images représentant Sainte Marie. Il s'interroge sur l'hérésie contenue dans les enseignements du prêtre Arius d'Alexandrie, 250-336, thèse antérieure au credo trinitaire adopté par le premier concile de Constantinople de 381. L'arianisme trouve en lui un écho intellectuel favorable et totalement compatible avec sa foi. Un Jésus humain se revendiquant d'un autre monde avec une maman qui n'est pas la mère de Dieu. Giordano Bruno n'est pas un contestataire. Ses enquêtes métaphysiques examinent a posteriori les fondements des dogmes que la très grande majorité des chrétiens admettent a priori. Il est ordonné prêtre en 1573 à l'âge de 25 ans. Aux alentours de 1576, il comprend que les enseignements théologiques tiennent plus d'une tradition propagandiste que d'une vérité révélée. Il lit des livres interdits, tels ceux du libre penseur Desiderius Erasmus, qu'on appelle Erasme en français, 1469-1536. Son sulfuré éloge de la folie est retrouvé caché dans les toilettes du couvent. Une instruction est ouverte contre Giordano Bruno. Il est soupçonné d'hérésie. À 28 ans, il doit fuir Naples. Il en va de sa vie. À Rome, il est retrouvé et poursuivi par son ordre. Ses livres confisqués. Il abandonne le froc dominicain pour s'enfuir de nouveau. Il séjourne à Gênes, Noli, Savone et Turin, en donnant des cours particuliers de grammaire à des enfants pour pouvoir survivre. Lors de son passage dans la sérénissime République de Venise, il publie un livre, Le signe des temps, dont on ne retrouve malheureusement nulle trace aujourd'hui. Alors, il faut éviter à tout prix
il lui faut éviter à tout prix les états pontificaux, où il est recherché en tant qu'apostat, c'est-à-dire en tant que personne ayant renié la foi chrétienne. Mais Bruno n'en a cure. Il reprend même l'habit dominicain lors de son exil en 1578 et passe rapidement par la communauté dominicaine de Chambéry pour se rendre ensuite à Genève. Là, il devient définitivement défroqué. Il s'inscrit dans des académies calvinistes, mais assez vite, cette nouvelle pédagogie chrétienne devient pour lui un objet de critique, voire de plaisanterie. Le 16 août 1579, il est arrêté puis excommunié. Les calvinistes ont autant le sens de l'humour que les catholiques. Ultérieurement à sa condamnation à l'exil par la Sérénissime République de Venise, il écrira « Expulsion de la bête triomphante » pour témoigner de son aversion pour le calvinisme. Direction Lyon, puis Toulouse, où durant 2 années, il enseigne une doctrine du XIVe siècle élaborée par le philosophe franciscain Raymond Lulle. À l'époque, on appelle ça le lullisme. Donc Raymond Lulle, 1232-1315. Alors, elle consiste dans la recherche d'un langage universel à travers lequel Lulle espère pouvoir convertir au christianisme les musulmans et les juifs. L'œuvre en prose de Lulle est devenue une référence pour la fixation du catalan écrit. Ce philosophe catalan considérait l'art de la mémoire, donc la mémotechnique, comme une méthode permettant de mieux appréhender le réel. Cet art de la mémoire, la mnémotechnique, est une des spécialités et des spécificités exceptionnelles de Giordano Bruno. Il publie à Toulouse son livre Clavis Magna, la grande clé, un livre de mnémotechnique dont il ne reste malheureusement aucun exemplaire. Pourtant, c'est ce livre par lequel il va être remarqué par le souverain français Henri III. Henri III qui est un intellectuel, qui aimait bien lire. Henri III, 1551-1589, qui mourra assassiné. Alors, il devient un des philosophes de la cour de France. Alors, il impressionne par ses capacités mémorielles. C'est-à-dire, on est capable de lui prendre le Nouveau Testament et de lui donner un verset, et il le cite de mémoire en latin. Voilà, donc il a vraiment des capacités de mémoire qui ressemblent un peu à la capacité des érudits anciens, qui connaissaient des textes parfois par cœur. Il ne faut pas oublier que l'Odyssée d'Homère était récitée avant d'être écrite. Alors, il impressionne donc par ses capacités mémorielles. Il ne peut malheureusement pas enseigner à la Sorbonne, du fait de sa situation d'apostat. Alors, en 1582, auteur prolifique, il publie à Paris 4 livres de mnémotechnique, dont De Umbris Idearum, qu'il dédie au roi Henri III, son protecteur. Donc celui-là existe encore. Il publie aussi sa seule comédie, qu'il n'ait jamais écrite, Il Candelaio, le chandelier, une satire sociale. Inquiet des troubles religieux qui émergent en France entre protestants et ligueurs catholiques, Giordano Bruno décide de quitter Paris en avril 1583 pour Londres avec la suite de l'ambassadeur de France en Angleterre. Dès son arrivée, l'église anglicane le tient à l'œil. Quel est cet énergumène catholique un jour, calviniste le lendemain, puis successivement excommunié par les uns et par les autres. À Oxford, il tente d'exposer sa philosophie. On le rejette sous prétexte qu'il reprend l'argumentation du philosophe florentin Marcille Ficin, 1433-1499, traducteur et exégète du platonisme. Alors, Marcille Ficin, il considérait Cosme de Médicis comme son père, parce que celui-ci lui avait carrément offert un manuscrit des œuvres de Platon en grec ancien pour qu'il le traduise en latin. Et il est devenu ensuite un des traducteurs de tous les textes de Platon. C'est pour ça qu'il a enseigné le platonisme. Et donc, c'est dans la Renaissance, c'est lui qui va permettre d'accéder à certaines connaissances des philosophes de l'Antiquité. Donc, il est très important.
Alors, l'exposé de sa théorie néo-copernicienne par Giordano Bruno sur le mouvement de la Terre autour du Soleil fait scandale à la cour londonienne de Whitehall. Suite à cette réaction de rejet, Giordano Bruno rédigera 3 de ses ouvrages majeurs, tous 3 des dialogues métaphysiques qu'il fit publier en italien à Londres durant l'année 1484. La scène des cendres, la cause, le principe est l'un, et l'infini, l'univers et les mondes. Il y explique ses originales conceptions cosmologiques, un univers infini, éternel et débordant de mondes. Au lieu de s'apaiser, la polémique s'enfle. En 1585, il décide de retourner à Paris. Le Paris qu'il retrouve n'est pas celui qu'il a quitté 2 ans plus tôt. Le roi Henri III est débordé par tous les extrémistes religieux. Il ne peut plus apporter sa protection à l'apostat Bruno. Celui-ci se rapproche stratégiquement de la communauté italienne de Paris. Il y fait la connaissance du géomètre Fabrizio Mordente, 1532-1608, qui a conçu un compas différentiel. Bruno propose de faire le compte-rendu de cette invention. Et sans s'en attribuer la paternité, il tourne néanmoins en dérision son inventeur. Furieux, Mordante achète tous les exemplaires du compte-rendu et les détruit. Bruno estime qu'il s'agit là d'un manque total de reconnaissance pour son travail et il fait publier sous forme de 2 dialogues son opinion sur le sujet. Mal lui en prit. Mordante était un proche des leaders catholiques. De plus, les thèses cosmologiques de Bruno sont rejetées publiquement par les plus modérés. Bruno, une fois de plus, s'éclipse avant qu'il ne soit trop tard. En juin 1586, on le retrouve inscrit à l'université allemande de Marbourg, où, rapidement, ses interventions suscitent de vives polémiques. On lui interdit d'enseigner la philosophie, qu'à cela ne tienne. Giordano Bruno part s'inscrire à l'université de Wittenberg. Là, durant 2 années, il va enseigner l'organon. Alors, l'organon, ça signifie outil-instrument. Alors, l'organon, c'est un ensemble de traités majoritairement de logique attribués à Aristote. Aristote, moins 384, moins 322, dont les réfutations sophistiques sont une des 3 ou 6 parties, si l'on y inclut la rhétorique et la poétique. Alors, dans les réfutations sophistiques, il y a le syllogisme logique. Alors, prémices majeures et mineures sont vraies, donc la conclusion est vraie. Exemple, tous les hommes sont mortels, or, Pierre est un homme qui n'est pas là encore, mais donc Pierre est mortel. 2. Le syllogisme dialectique, prémices majeures et mineures sont probables, donc la conclusion n'est pas certaine. Les hommes en bonne santé vivent plus vieux que les autres, Pierre est un homme en bonne santé, donc Pierre vivra vieux. Pierre vivra vieux, ce n'est pas certain. 3. Le syllogisme sophistique, prémices majeures et mineures sont contradictoires, donc la conclusion est incohérente. Un cheval bon marché est cher, or un cheval rare est cher, donc un cheval bon marché est cher. Voilà. Il espère, c'est un apprentissage de la logique qui est assez intéressant. On n'est pas dans l'algèbre booléenne, mais on est dans la dialectique, c'est-à-dire dans comment, à travers le discours, articuler des arguments logiques sans arriver à des conclusions incohérentes. Alors, calvinistes et luthériens, en chrétiens de la Renaissance, se détestent les uns les autres. Une bonne raison pour Giordano Bruno de partir en 1588 pour Prague. Alors, il espère trouver là-bas un climat plus tolérant. Alors, il se rend à l'Académie Julia de Helmstedt, je crois que ça se dit comme ça. Alors, malgré le recours de Heinrich Julius, duc de Brunswick-Lunenburg, ses écrits et ses propos hétérodoxes le conduisent de nouveau à être excommunié, pour une 3e fois, par le pasteur de l'église luthérienne. Donc c'est la 3e excommunication de Giordano Bruno par les luthériens. Alors, en dépit de cette excommunication, Giordano Bruno reste à Helmstedt jusqu'en 1590.
Il y rédige ses écrits dits magiques qui ne seront publiés qu'à partir de 1891, c'est-à-dire 3 siècles plus tard, dont le Medicina Juliana, un traité qui mêle philosophie hermétique et ancienne tradition médicale, une approche holistique de la médecine. Bonjour Pierre, merci d'être parmi nous. Et puis à moins que tu veuilles attendre un petit peu, je peux te laisser la parole. Parle assez fort ou rapproche-toi, Marc. Ah voilà, d'accord. Alors, je continue un petit peu le temps que Pierre reprenne un rythme qui va lui permettre d'intervenir. Alors, en 1590, Giordano Bruno est à Francfort-sur-le-Main. Là, il rédige 3 poèmes latins qui sont les pendants de ses dialogues longodoniens. De Minimo, qui est un peu une thèse atomiste, des monades, qui est presque prémoléculaire, c'est-à-dire qui explique que toutes les propriétés qu'on aperçoit sont liées à des architectures justement d'atomes, que ce soit les couleurs ou les goûts, ce que la chimie moléculaire va révéler beaucoup plus tard, et De Immenso, qui reprend un petit peu justement le 3e livre, celui qui est au cœur du thème de notre émission, c'est-à-dire de l'infini de l'univers et des mondes, donc l'univers infini et préexistant. Expulsé de Francfort en 1591, Giordano Bruno accepte de retourner en Italie, à l'invitation intéressée du praticien vénitien Giovanni Mocenigo, qui espère ainsi acquérir les exceptionnelles capacités mémorielles et quasi magiques de Bruno. Alors, Bruno accepte d'autant plus facilement cette invitation car il sait que la chaire de mathématiques de l'université de Padoue est vacante. Bruno lie ses connaissances métaphysiques à sa pratique des mathématiques. Cette chaire sera finalement attribuée en septembre 1592 à un jeune géomètre et astronome de 28 ans, M. Galilée, 1564-1642. 5 mois plus tard, un nouveau souverain pontife est élu, Clément VIII, 1536-1605. Giordano Bruno désire retourner à Francfort pour y publier un nouvel ouvrage dédié au nouveau pape et ainsi obtenir sa clémence. Giovanni Mocenigo estime que ce départ est contraire à leur accord amiable. Il menace de le menacer à l'Inquisition s'il part, et donc leur rapport s'envenime. Et le 22 mai 1592, Giovanni Mocenigo séquestre Giordano Bruno et le dénonce au Saint-Office qui l'appréhende et l'incarcère. Voilà, là je peux te laisser la parole. Attends, c'est un peu compliqué, mais je vais y arriver. Oui, non mais on te laisse le temps. Alors, oui, je vais faire une revue de presse, voilà, qui j'espère sera particulièrement incompréhensible. Pourquoi particulièrement incompréhensible? Non, parce que c'est des trucs qu'on comprend. C'est pas vraiment ce qu'il y a à comprendre qui est intéressant. Quand on pense comprendre, en fait, on comprend à côté. On comprend pas ce qui devrait être compris. D'accord. Mais de toute manière, tout discours est interprété par chaque auditeur. Bon, ça, je crois pas, non. Parce que je pense que si les gens ont envie d'interpréter. Je sais pas, ça dépasse mes compétences. Chacun a un registre lexical différent. Et quand on parle d'un guéridon ou d'une table, chacun voit un guéridon ou une table différente. Peut-être la table de la cuisine avec la toile cirée quand il était enfant, ou d'autres au contraire qui n'ont pas eu d'enfance, la table d'un réfectoire où ils sont alignés avec d'autres orphelins. C'est pour ça que je dis cette interprétation affective d'un texte est toujours individuelle. On ne sait jamais ce que l'on va susciter chez l'autre quand on dit un mot ou une phrase. Ouais, mais le problème, c'est que je ne suis pas sûr que... Je ne sais pas si l'autre existe vraiment, quoi. Ah, bon. Ça c'est une autre question. Voilà, alors donc, je vais lire, j'en ai pour... Non, mais on s'en fout, même si t'en as pour 15 minutes. Non. Alors, vous étiez Pierre Merejkovski à l'instant. Vous étiez Pierre Merejkovski, c'est ce qui est écrit. Rédigez une recommandation pour partager vôtre. Donc ça, c'était il y a 17 ans.
Roll aime votre commentaire. La place Ballard est très proche des... De quelle place? Attends, ça ne me revient pas, je sais. La place Ballard est très proche... Ah oui, voilà, la place Ballard est très proche des Invalides. Ballard, Invalides. Bon, je pense que c'est une déclaration politique qui vaut son pesant d'or. Ballard, tout le monde sait qui est Ballard, est proche des Invalides, qui a accueilli un meeting. Il n'y avait pas grand monde. Bon, ce qui n'est pas grave. Hein. Voilà. Bon, j'en ai assez dit. Philippe vous suit à présent. Bon, j'espère qu'il ne suffit pas. Vous pouvez transformer votre publication pour toucher plus de personnes. Vendredi 12, ça s'arrête là. Gaël a mentionné mon nom. Pierre Merezlowski. C'est moi. Je vois que le niveau et le respect ne volent pas haut. Oui, alors c'est vrai, j'ai peut-être eu tort. C'était un groupe d'anciens combattants, mais ce n'était pas pour moquer d'eux, qui attendaient une relève de la jeunesse. Donc je me suis permis de leur dire, dans ce cas-là, il fallait faire une autre guerre, pour que de nouveaux jeunes reviennent. Et donc il a répondu, ce monsieur, je vois que le niveau et le respect ne volent pas haut, et il a écrit vol, VOL. Et donc j'ai répondu, orthographe ne vole pas haut aussi. Alors, ça je peux pas le lire parce que c'est privé, on sort à faire des histoires. Donc faut que je vais continuer, je vais trouver. Il faut trouver, oui. Attendez, je suis un peu perdu. Voilà. Prends ton temps, Pierre, Alors, il n'y a pas de faux là. non, mais je suis pas pressé, je prends mon temps. Alors, Atelier Jeune Cinéaste a mentionné votre nom et celui de tous les followers de nos commentaires. Alors, Marie Machin a réagi à votre commentaire, qui était, en tout cas... Ah oui, en tout cas, ça c'était intéressant. Il y a un maire de la Côte d'Azur qui a rencontré un homme qui plante des pêches, mais c'est des pêches plus que biologiques, et je pourrais dire françaises. Et cet homme s'appelle Rousseau. Et je me suis permis de commenter. En tout cas, on ne pourra pas dire que cette fois-ci, c'est la faute à Voltaire. Ah, bah ça c'est très bon. Alors, il a été répondu. Super, mais on aurait bien aimé une photo de cette plante rare. Bon, je ne suis pas sûr que ça s'adressait à moi. Et après, c'est très dur de photographier un péché. Monsieur Machin a partagé la plante de chez le monsieur. Super moment pour Mario. Bon, après, bien Monsieur Ménard, enfin des conneries. On va pas parler de Monsieur Ménard. Alors, Monsieur Benj le Fou a commenté votre nom dans Indigné et Fier de l'être. Qu'est-ce que j'avais écrit? Ah bah là c'est noyé, je sais pas où c'est. Bah je sais pas, c'est noyé, je peux pas retrouver, hein. Je me souviens pas. Alors, ah oui, qui c'est il? J'ai dit. Qui c'est il? Et il m'a été répondu par un Xavier. Xavier? Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Il s'appelle Viala. Il y a eu un Xavier Vala, non? Ou c'est moi qui invente ça? Bon, je crois qu'il y a eu un Xavier hyper connu. Et il a été répondu par Xavier, le nouvel ordre mondial satanique, mais elle dira pas ça, se fera éliminer. Alors, je répète, le nouvel ordre mondial satanique, mais elle dira pas ça, se fera éliminer. Voilà, c'est assez étrange. Oui, c'est étrange. Alors, après, Crunch agit à votre machin un week-end avec elle, et j'ai mis c'est la princesse Bardella. Coucou, de Ouminaise à Saint-Malo, et après je vais voir Baba Baba Baba. Bah dis donc, mon Jordan, je vois que tu côtoies les plus belles femmes. Jordan, t'es un guignol. J'adore Polska et Jordan. Cheval blanc, c'est qui la fille? Oui, Polska, c'est qui ta copine? Très jolie, très bien, je vous adore, très beau couple, etc., etc. Alors, après, René a commenté vos noms dans un commentaire. Alors, Dieu est-il créateur? Avais-je écrit. Oui. C'est le sujet. Et il a d'ailleurs son stand dans l'avenue des anges. Oui, mais les anges existent-ils en tant qu'anges ou dépendent-ils de l'existence d'un Dieu
peut-être créé par les anges. Et il m'a été répondu, on dépend juste de nous-mêmes, et de notre être supérieur, pour être aussi, enfin, celui qu'on s'est choisi pour devenir un ange. Ça, c'est Robespierre. Non, je sais pas, je sais pas. Alors, parce que Atelier c'est Jeune l'être Cinéaste a de nouveau mentionné mon nom, Ah oui. en compagnie de tous les followers, et là, ça marche plus. Ah bon. Voilà, mais ça va continuer. Bon, je continue encore un petit peu, puis après, je sais pas si c'est... Bah, c'est intéressant, peut-être, parce que souvent, on dit qu'Internet, c'est un dépotoir de racisme, de je sais pas quoi. Moi, je sais pas, je trouve ça assez... Je dis pas que c'est intéressant, mais l'histoire des anges, tout ça, je trouve ça assez... Touchant. Ouais, enfin touchant, c'est pas le mot, mais c'est des paroles. C'est des paroles qui ont le mérite d'exister. Alors là, il y a 22 autres personnes qui ont réagi à une photo. Ah oui, alors il faut que j'explique le contexte. J'annonce que je vais faire une projection, une avant-première, qui sera aussi l'avant-dernière d'un film qui a été produit avec les sous du CNC. Donc je trouve ça très... Et que je ne veux pas que ce soit dans un cinéma, ça sera dans une association, bon, peu importe l'histoire. Mais ce qui est passionnant, je n'ai pas fait exprès, c'est que la machine Facebook m'a dit plusieurs fois que ça serait mieux qu'il y ait une photo avec mes textes. Donc j'ai cliqué sur photo, et franchement c'est presque pas de ma faute, est apparue de la photo de Mélenchon qui dit la gauche doit se réunir. Donc je l'ai publiée parce que je me suis dit, bah ils disent mettre une photo. Alors le fait que j'ai trouvé cette photo, c'est extraordinaire. Il y a 899 personnes, me dit la machine, qui ont regardé le post, dont 22 personnes qui ont réagi à la photo. Mais alors, est-ce qu'ils réagissent à la photo de Mélenchon ou à mes pitreries difficilement compréhensibles d'une avant-première d'un film qui avait de l'argent public, qui se retrouve je ne sais pas où, en tout cas pas dans le cinéma, qu'il faut quand même payer 5 euros, mais que ceux qui ne veulent pas payer, eh ben, il y aura une réunion permanente de savoir comment on réglera cette question des 5 euros. Je ne peux pas savoir. Donc, qu'est-ce qui a fait que ce poste a plein de vues? Alors, c'est pas intéressant que par rapport à moi. C'est intéressant aussi par rapport à Mélenchon. Qui peut se dire, comment ça se fait que j'apparaisse dans un truc d'une avant-dernière, enfin. Voilà. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Alors après, il y a écrit, à réagir de commentaires, Mélenchon fossoyeur. Après, il y a écrit Pierre, non-État et Front National. Ah oui, alors ça c'est marrant. J'avais écrit Pierre Mélenchon, non, j'avais pas écrit Pierre Mélenchon. J'avais écrit Mélenchon fossoyeur. Et Nicole m'a répondu, non, État et Front National. Mais il y a mon nom. Alors est-ce que ça veut dire que je suis non-État et Front National? Je ne sais pas. J'aurais demandé. Alors votre dernière story a été du 14 soirs avant d'expirer. Vous pouvez créer une nouvelle story. Bon. Ça c'est intéressant. Ah oui, alors là c'est intéressant. Là j'ai eu quand même un choc. Il y avait une annonce de je sais pas quoi, d'un festival de télévision à Monte-Carlo. Gna gna gna, une avant-première, l'histoire de la télé. Et moi, j'ai mis, comme je mets souvent, j'exige de participer. Parce que je trouve que c'est une phrase hyper intéressante. J'exige, ah non, j'ai mis de participer. D'habitude, je mets j'exige d'être auditionné. Et je trouve ça très intéressant d'être exigé, d'être auditionné. Surtout quand je ne sais pas pour quelle raison. Mais comme concept, j'exige d'être auditionné. Je trouve que ça a de la gueule. Alors, il m'a été répondu un truc curieux. Pouvez-vous écrire un mail à machin? C'est la maison de production. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je vais répondre. Mais qu'est-ce que je dois répondre? Parce que, qu'est-ce que je dois répondre? Alors, c'est vraiment un mail de machin. Il n'y a que toi qui peux répondre à ta question. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je dois répondre. Je ne sais pas. Je ne sais pas, et c'est très étrange qu'en demandant d'être auditionné, l'organisateur du festival lui demande de l'écrire un mail. Je ne sais pas. C'est très intéressant. Voilà, ben, j'ai fini. Merci. Bonne soirée. À bientôt. C'est moi qui te remercie, bah Pierre. non, Donc c'est un petit peu moi ce que j'appellerais le roman social, parce que les réseaux sociaux, effectivement, quand ils sont lus, sont un moyen d'avoir une espèce d'instantané des préoccupations du moment. Ben, je ne sais pas si c'est les préoccupations du moment. Ça, je ne sais pas. Je constate juste que on écrit à moi. Il y a une fois, peut-être quelqu'un m'a demandé l'origine de mon nom. Bon,
j'ai pas pris ça non plus comme une agression, ça pouvait être une simple curiosité. Mais moi, je témoigne que dans tous les commentaires que je reçois, que je publie, je comprends pas tout, mais il n'y a rien de méchant, de raciste. Non. Franchement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et bon, je peux le reconnaître facilement. Depuis un certain temps, j'ai toujours commenté les pubs de Facebook, estimant qu'ils m'imposaient la lecture de pubs. Donc je trouvais ça tout à fait légitime de les commenter. Donc je crois que j'en reçois de plus en plus. Et même quelqu'un m'a dit une fois, ça je n'oublierai jamais, vous avez commandé une pub sur Mercedes. Bon, je vais acheter une Mercedes, et c'est assez curieux parce que d'un seul coup, il est apparu quelqu'un qui est assez extraverti, enfin qui parle assez fort, et qui dit qu'il faut se débarrasser de toutes les voitures. C'était dans un de mes films. Alors, ça m'a quand même interpellé. Je vais quand même acheter la Mercedes. M'a-t-il dit, voilà. Alors, c'est vrai que j'écris beaucoup sur les pages de gens qui ne sont pas forcément mes idées, mais en essayant de réfléchir à ce qu'ils disent pour creuser la question. Par exemple, à la page de Ciotti, moi j'ai affirmé qu'en une après-midi, les dealers de Nice y dégageaient. J'avais la solution instantanée. On les tue. Non, pas du tout. Et j'ai pas dit laquelle. Alors, quelqu'un m'a demandé. J'ai tout de suite dit la solution simple, mais c'est beaucoup plus compliqué, il va nous le dire. Non, mais c'est intéressant. Quelqu'un m'a demandé en messagerie privée si c'était une plaisanterie. J'ai très bien apprécié. Eh bien, je lui ai dit, à mon avis, c'est pas compliqué. Je vais à Nice, je crée une start-up. Une start-up avec un capital financier, enfin, une auto-entreprise, je ne sais pas, que j'inscris sur le machin de Macron, enfin, l'URSSAF a payé, enfin, une start-up. Quoi. La chambre de commerce et Voilà. d'industrie. Et au nom de cette personne, j'engage des gens qui seront payés un mois, qui auront un statut, qui seront déclarés, et comme je leur promets un salaire faramineux, de l'ordre de 10 000 € la journée, eh ben, il est évident qu'au moins l'après-midi, ils vont arrêter de vendre de la drogue, puisque je vais leur dire qu'ils auront 10 000 € s'ils ne font rien. Alors on va me dire, c'est quoi ces conneries, de dépenser l'argent du contribuable. Ah, je vais le reconnaître. Mais reconnaissez avec moi, tout le monde sait quand même combien coûte d'envoyer une bombe dans la bande de Gaza où vous voulez. C'est une fortune énorme. Si on avait acheté, comme je le propose, par le moyen d'une brillante start-up, les différents chefs de guerre, quel que soit leur parti, aujourd'hui vous avez 10 000 € et vous ne faites rien. Bah, ils auraient dit oui. Ah oui, mais s'ils arrêtent pendant une journée de tout bombarder, vous voyez le bordel, tout s'écroule. Parce que si ça s'arrête un jour, bah, tout le système s'écroule, les gens vont aller dehors, il n'y aura plus de bombes, tout s'écroule, ils n'ont plus peur. Donc, cette solution que je propose de multiplier les start-up en achetant les gens qui nous cassent les pieds avec des sommes considérables, me paraît être un problème sécuritaire extrêmement efficace. Voilà. Et donc voilà ce que je découvre sur Facebook. Grâce à cette intervention, ça m'a permis de développer un système sécuritaire permanent. Et je regrette, bon, je ne vais pas demander à Bardella de m'appeler parce que ça m'a hyper angoissé, mais je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas invité comme éditorialiste pour dire il suffit d'acheter des délinquants pour qu'il n'y ait plus de délinquants. D'ailleurs, c'est ce qui se fait déjà, m'a dit un maire, dont je ne dirai pas le nom. C'est ce qu'on appelle la politique des grands frères. Qu'aurait pensé Filippo Bruno de cette proposition? Il était loin de tout ça, il était à l'abri, dans un monde d'idées. Il a semé les idées qui ont ensuite... Alors, excuse-moi, Filippo, il s'est déconsidéré pour moi, parce qu'il appelle à une réunion contre le Brexit. Pourquoi pas? Mais moi, ça m'a choqué. Qu'il appelle en États-Unis mondial, je ne sais pas comme clic de Villiers, pour qu'on sorte du Brexit. Bon, moi j'ai eu envie de commenter, il a mis les chefs des partis anti-Brexit. C'est pas possible. S'il veut sortir de l'Europe, s'il fait dire des chefs, ça va être pire. Parce qu'un chef, il a un programme. Or, l'Europe, par chance, n'a pas de programme. Heureusement. Parce que s'ils en avaient un, on serait vraiment dans la merde. Ils ont le programme d'être. C'est un programme. D'être par tous les moyens. Mais le chef n'est pas dans le programme d'être. Il est dans le programme d'être le chef. Et ça, c'est incompatible avec l'idée de sortir du Brexit. À mon avis. Voilà. Et ça, je me suis permis de lui signaler que je lui ai donc demandé si en tant que sous-chef, je pouvais venir. J'ai pas eu de commentaires. Mais il faut attendre.
Il faut attendre. Moi, je vais revenir. Retournons à l'inspirateur de Kepler. Je vous signale qu'on était en train de parler de Filippo Bruno, plus connu sous le nom de Giordano Bruno, qui a jeté la graine, qui a inspiré Galileo Galilei, qui a inspiré le grand Kepler. D'ailleurs, si vous voulez faire une affaire en ce moment, je vous signale que Kepler fusionne, vient de changer de nom, ça s'appelle maintenant American Fusion. Si vous voulez faire une culbute, vous pouvez investir. Je repasse la parole à Nimo après cette petite information boursière. Mais Kepler, excuse-moi, une petite précision, je ne suis pas trop court. Mais Kepler, c'était quand même le chef d'une bande de assez. Non, il ne vendait pas des. On appelle ça des périscopes, non, on appelle ça merde. Des longues vues là, mais tu sais, on appelle ça. Ah non, c'était c'était la loi. Ça, je sais non, qu'il y a la loi. celui qui fabriquait les longues vues, c'était. Comment il s'appelle déjà? Bah, c'était notre ami Il s'est fait virer. Spinoza. Spinoza. Mais Spinoza. Kepler, c'était télescope là. Je sais pas. Alors Kepler a inventé le télescope de Kepler, Et la qui loi. est un petit peu la loi. Parce qu'il y a la loi de Kepler. les trois lois de Kepler, qui est un petit peu différent le télescope de Kepler. Hein, Et le par rapport. télescope est différent de celui justement de Galilée. Alors que Copernic n'utilisait pas de télescope. Copernic, lui, visait les étoiles comme on faisait depuis l'Antiquité, mais on n'utilisait pas de lentille. L'utilisation d'une lentille, ça va arriver avec Galilée, et justement Galilée, c'est en observant les satellites de Jupiter qui va voir en fin de compte un système solaire à Mais il l'intérieur du observait système pour le solaire. compte de qui qui va C'est ça qui est quand même comprendre important. que- Il observait pour le compte de qui Les son autres, propre- tous ceux qui observateurs, son propre compte. c'est quand même des gens louches. On Alors. peut pas dire j'observe. Le mec observe, excuse-moi de te le dire brutalement, c'est un indique Voilà. de la police. Alors, on est d'accord. Revenons à Bruno. Ouais, revenons à Giordano Bruno. Alors, Giordano Bruno est accusé par. Tu veux un petit café? Un petit café, mais tout petit. Alors, Non, un quart. Giordano Bruno est accusé par son hôte, Giovanni Mocenigo, d'avoir séjourné dans des pays hérétiques en adoptant leurs us et coutumes, de pratiquer l'art divinatoire et la magie, de nier la virginité de Marie, d'avoir déjà été condamné par l'Inquisition romaine pour ses écrits, de prétendre que l'univers est éternel, infini et qu'il existe en son sein une multiplicité de mondes. Face à l'Inquisition vénitienne, Giordano Bruno distingue ce qui relève de la philosophie de ce qui relève de la théologie et indique que ses ouvrages sont une exaltation de l'Église plutôt que sa condamnation. Giovanni Mocenigo est son seul témoin à charge. D'autres Vénitiens témoignent en sa faveur. Devant l'Inquisition locale, le procès tourne à la faveur de l'accusé, qui n'hésite pas à s'agenouiller en reconnaissant quelques erreurs minimes. Rome, ayant eu vent de l'affaire, demande et obtient l'extradition de Giordano Bruno. Transféré à Rome, le procès de Giordano Bruno s'inscrit dans la durée. 8 années de détention, d'interrogatoire. 8 années durant lesquelles de nouveaux chefs d'accusation viennent grossir son dossier d'ennemi de l'Église. Giordano Bruno doit servir d'exemple pour tous les libres penseurs qui voudraient remettre en cause les dogmes, rites et pratiques de l'Église catholique, apostolique et romaine. Il est finalement condamné à être brûlé vif en place publique le 17 février 1600 à Rome. Écoutons le président émérite du Conseil pontifical pour la culture, le cardinal Paul-Joseph Jean Poulard, qui déclarait le 4 février 2000 depuis le Vatican. Le Vatican regrette la violence employée pour faire taire le philosophe Giordano Bruno, mais celui-ci ne peut en aucun cas être réhabilité, comme le fut Galilée. Les études menées sur la pensée de Giordano Bruno ont mis en évidence qu'elle était substantiellement étrangère au message chrétien. Fin de citation. Ce à quoi je réponds, est-ce que le fait de condamner un homme à être brûlé vif en place publique, en habit d'Adam, la langue clouée sur une planchette, est substantiellement chrétien ou seulement intrinsèquement catholique, apostolique et romain? Alors, ont-ils oublié que le Palestinien Jésus, crucifié par les autorités civiles de Jérusalem à la demande du Sanhédrin, prétendait seulement régner dans un autre monde et être un membre de l'espèce humaine?
En 2026, les écrits du philosophe Giordano Bruno, brûlés vifs par les autorités civiles de Rome, le fameux bras séculier, à la demande de l'Église catholique, apostolique et romaine, après 8 années de séquestration, de tortures morales et physiques par ses représentants, il y a 426 ans, demeurent dangereux pour toutes les organisations hiérarchiques humaines, confessionnelles et laïques. Écoutons Giordano Bruno nous convaincre, par-delà les siècles, de la nécessité biologique, écologique et spirituelle de cesser de manger nos frères les animaux. Être boucher doit être estimé comme un art et un exercice plus lâche que ne l'est celui de bourreau, parce que ce dernier administre parfois la justice. En ce qui concerne les membres d'une pauvre bête, Excuse-moi, toujours je tiens- obtenant... Je tiens juste à dire une phrase. Oui, Il faut quand même reconnaître que la bouche rit. oui, la boucherie. Oui, mais je pense que Giordano Bruno, je ne sais pas comment ça se dit en italien, mais il n'était pas étranger à ce genre de jeu de mots parce qu'il avait beaucoup d'humour. Donc, en ce qui concerne les membres d'une pauvre bête, toujours obtenus en blessant la gorge, pour celui qui ne se suffit pas de la nourriture ordonnée par la nature, la nourriture végétale, plus convenable à la complexion et la vie de l'homme, j'abandonne les autres raisons plus dignes d'un chant. Écoutons Giordano Bruno nous parler par-delà les siècles de sa foi chrétienne. Aussi, ce Dieu, en tant qu'il est absolu, n'a-t-il pas de rapport à nous? Il n'en a que dans la mesure où il se communique aux effets de la nature, plus intimement que la nature elle-même. De sorte que s'il n'est pas la nature même, il est certainement la nature de la nature. Et il est l'âme de l'âme du monde s'il n'est pas l'âme elle-même. Ce n'est pas hors de nous qu'il faut chercher la divinité, puisqu'elle est à nos côtés, ou plutôt en notre fort intérieur, plus intimement en nous que nous ne sommes en nous-mêmes. Voilà ce qu'écrivait le philosophe Giordano Bruno dans son livre Le banquet des cendres. Paix à ses cendres. Des gourous de sectes se revendiquent parfois de Giordano Bruno. Certains ufologues aiment voir en lui un contacté. Giordano Bruno est un érudit tolérant, donc il est pour moi totalement antinomique avec l'esprit de tous les groupuscules sectaires. Peut-on voir en lui un contacté? Rien dans les écrits qui nous restent de lui ne permet de le dire. Pour ma part, je ne sais pas. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous mensuel, tourné en direct, le jeudi 9 juillet 2026. Cette 180e émission Radar sera diffusée en différé sur nos pages Radar Facebook et YouTube. Et je vous dis, si vous nous regardez le soir, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci Marc, merci Fabrice, merci Pierre. Et puis, je l'espère au mois prochain. À vous, Cognac G.